Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1 pour vous informer. Fin hier du 43e sommet ordinaire de la CEDEAO à Abuja au Nigeria, les dirigeants ouest-africains ont donné l'assurance que le premier tour des présidentielles au Mali aura lieu effectivement le 28 juillet. Ils le croient en un scrutin juste, libre et transparent malgré les difficultés. La rencontre a été dirigée par le président ivoirien Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. Le reportage à Abuja est signé Jérôme Kofi Aboulin. 2 jours de travaux de la CEDEAO en sa 43e session ordinaire les 17 et 18 juillet 2013 dans la capitale nigériane. Travaux à l'issue desquels plusieurs résolutions ont été adoptées, entre autres le programme d'intégration basé sur la paix et la sécurité dans la sous-région. Il s'agit en fait de conjuguer les efforts en vue du développement socio-économique dans un environnement de démocratie et de bonne gouvernance, cela dans la perspective de la création d'un marché commun en Afrique de l'Ouest. La conférence, se félicitant de cette perspective, a salué les initiatives prises pour permettre, le cas échéant, des élections apaisées et acceptées par tous au Mali et en Guinée-Bissau, ces deux pays sous régime de transition après les crises qu'ils ont connues. Au regard donc de ces exemples, en termes de résolution, on ne peut pas dire que la rencontre d'Abuja n'aura pas tenu ses promesses. Notre union se porte mieux. Cependant, nous sommes arrivés à un moment où les décisions qui requièrent son renforcement et sa solidité vont tester notre foi en la solidarité. Je suis heureux de constater que les discussions sur le tarif extérieur commun, la conclusion de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne sont bien engagées. Leur conclusion va démontrer notre sens du compromis et notre volonté de consolider notre organisation dans l'intérêt de nos concitoyens ouest-africains. Il s'agit de questions difficiles, j'en conviens. Elles exigent une très forte implication de la part des chefs d'État eux-mêmes, parce que la solidarité communautaire implique des sacrifices au niveau des gouvernements, mais des gains pour notre communauté et nos populations. Il s'agit pour chacun de nos pays de donner un peu aujourd'hui pour recevoir beaucoup plus demain. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, avant de déclarer clos les travaux, a félicité et encouragé tous ceux, notamment ses pairs, qui ont contribué à la réussite de ce sommet. Le chef de l'État ivoirien qui lui-même a reçu un hommage appuyé de la part de la conférence pour ses actions de paix et sécurité, pour ses actions pour l'intégration régionale, d'ailleurs objet d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO prévu conformément à la décision de la 43e session ordinaire en octobre 2013 à Dakar, au Sénégal. Quant à la 44e session ordinaire, elle va se tenir à Yamoussoukro à la date qui sera fixée. Après ce sommet ordinaire de la CEDEAO au Nigeria, le président Alassane Ouattara est arrivé ce jeudi au Togo. Le chef de l'État a plaidé pour des élections apaisées législatives dans ce pays, des élections qui auront lieu le 25 juillet prochain. Viviane Aïma. En provenance d'Abuja au Nigeria, où il a présidé en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, la 43e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, est arrivé ce jeudi en fin d'après-midi à Lomé au Togo, où il a été accueilli à l'aéroport international Gnassingbé Yadema par son homologue togolais, le président Faure Essozimna Gnassingbé. L'objectif de ce voyage sera de concilier pouvoir et opposition afin de créer un climat apaisé autour des élections législatives fixées pour le 25 juillet prochain au Togo. La sobriété qui a entouré l'arrivée du chef de l'État ivoirien à Lomé traduit bien le caractère particulier de cette visite. Le président de la République Alassane Ouattara a eu dès l'aéroport un long entretien avec le président togolais. Je suis là à l'invitation de mon frère, le président Faure, et nous sommes venus voir comment les choses se passent et je suis heureux de constater que le processus se déroule bien.
et le président Jonathan Goodluck qui arrivera pour qu'ensemble nous puissions voir le président, voir la classe politique et surtout continuer de les encourager et de leur dire que les élections doivent être menées de manière pacifique et que les résultats doivent être acceptés par tous. Nous l'avons dit à Abuja concernant le Mali et la Guinée donc Bissau. Et je suis confiant, connaissant le peuple togolais, que ce scrutin va se dérouler dans de bonnes conditions. Au cours de la soirée de ce jeudi et au cours de la matinée de vendredi et jusqu'à son départ, le chef de l'État ivoirien aura plusieurs entretiens privés avec la classe politique togolaise. Revenons sur la situation politique qui prévaut au Mali. Selon le délégué général aux élections, la liste électorale de Kidal reflète la réalité sur le terrain. Pendant ce temps, Thiébili Dramé, l'un des candidats à ces présidentielles, affirme le contraire et se retire de la course. Notre équipe de reportage au Mali a rencontré le général Siaka Sangaré pour comprendre la situation de Kidal. Sylvie Touré sur place au Mali. Délégation générale aux élections. Passé l'étape de l'élaboration des listes électorales, la structure s'attelle à l'impression des documents électoraux en vue de leur acheminement vers les localités. Ici, la liste électorale de Kidal. Le maître des lieux, le général Siaka Sangaré, soutient qu'elle a été élaborée après le 25 juin, donc hors délai, mais à raison. Le ministre de l'administration territoriale, comme la loi l'indique, a pris une décision pour effectivement ouvrir ces opérations d'établissement des listes électorales sur l'ensemble du territoire national. Et en ce moment, la région de Kidal n'était pas encore libérée, il faut le reconnaître, ou tout au moins l'administration n'était pas encore à Kidal. Mais comme la loi le prévoit aussi, le ministre a pris une décision et à titre exceptionnel pour ouvrir les mêmes opérations effectivement à Kidal. L'établissement de la liste électorale de Kidal s'est fait il y a donc 2 semaines. 35 095 électeurs y sont inscrits, un peu moins des 35 395 révélés par le fichier du recensement administratif à vocation d'état civil de 2009, base du fichier électoral. Un chiffre conforme à la réalité de Kidal, selon le délégué général aux élections, puisque la population y est estimée à environ 68 000. Le nombre d'électeurs a toujours été dans les mêmes proportions, il faut le reconnaître. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est trop peu. Mieux, il faut reconnaître, il faut préciser surtout que en fait, l'enrôlement a eu lieu au moment où il n'y avait pas de problème. C'est entre 2009 et 2010 qu'il y a eu l'enrôlement. Donc, c'est pour dire que rien n'empêchait les habitants, les citoyens de se faire enrôler. Donc le chiffre de 35 395 dont j'ai parlé tantôt reflète la réalité en fait de Kidal. Seul bémol à en croire le général Siaka Sangaré, les Maliens de l'étranger. Seulement 255 000 sont inscrits sur le fichier, contre 750 000 pour le scrutin précédent. Une situation qui n'empêchera pas la tenue de l'élection. Elle aura bel et bien lieu le 28 juillet sur l'ensemble du territoire malien, y compris à Kidal. Retour en Côte d'Ivoire, à Abidjan, le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA s'est exprimé le mercredi devant la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles de l'Assemblée nationale. Au centre de cette rencontre, la libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire. Brouléon nous en parle. Gagnent l'État et les populations en cas de création à côté des chaînes de la télévision publique RTI, d'autres chaînes de télévision. À l'hémicycle pour répondre à cette question, le président de la ACA, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a expliqué aux députés membres de la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles que la libéralisation est avant tout une exigence démocratique. Pour Ibrahim Sissavané, la pluralité des chaînes de télévision permet de prendre en compte l'ensemble des besoins d'information du pays. Elle stimule également la création d'emplois et la croissance économique. Mais à cette autre question de savoir la date de la libéralisation, le président de la ACA indique qu'elle pourrait intervenir à la fin du processus de transition de la Côte d'Ivoire de l'analogique à la télévision numérique.
Ces processus dépendent d'un comité national créé sous l'égide du ministère de la Communication. Désormais, la libéralisation audiovisuelle est subordonnée à l'évolution de cette opération de grande ampleur. Nous espérons que la Côte d'Ivoire saura se donner les atouts nécessaires, tant au plan humain que financier, pour rattraper son retard et respecter le rendez-vous du 17 juin 2015 qui consacre l'extinction du signal analogique. Autre sujet abordé, les activités de certaines chaînes de télévision dans cet espace télévisuel national non encore ouvert. Le président de l'AAK a avoué l'illégalité de ces médias et martelé la détermination de sa structure à assainir le secteur de l'audiovisuel face aux télévisions pirates. Tout autre sujet, les préinscriptions en ligne des nouveaux bacheliers ont débuté depuis ce jeudi dans les grandes universités publiques ou privées et dans les grandes écoles. Ils sont des milliers à frapper aux portes de l'enseignement supérieur après l'obtention du baccalauréat. Hugues Weblé. Comme l'année dernière, les nouveaux bacheliers sont invités à effectuer en ligne leur préinscription dans les universités publiques et grandes écoles privées. La préinscription phase numéro 1 effectuée au cours de l'année scolaire a permis déjà d'identifier les vœux de formation de ceux qui n'étaient encore que des candidats au baccalauréat. 102 076 ont alors opté pour les grandes écoles et 81 240 pour les universités. Concernés par la phase numéro 2 des préinscriptions, les nouveaux bacheliers. Les sites de la DORES, que je rappelle, www.doresci.net et www.dores.edu.ci. Pour la confirmation ou la modification des choix de filière du mercredi 17 jusqu'au jeudi 22 août 2013. Le coût de la préinscription phase numéro 2 est fixé à 10 000 francs. Le paiement de ces opérations se fait en mode électronique à travers les solutions monnaie des opérateurs de téléphonie mobile. 5 124 candidats sur 215 382 ayant passé avec succès le bac frappent aux portes des universités publiques, des grandes écoles privées et de l'INPHB. Et puis en bref, les épreuves écrites du BTS brevet de technicien supérieur débutent le lundi 22 juillet. Les résultats sont attendus pour le 30 août prochain. De nouveaux responsables à la MUGEFSI, la mutuelle générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, ils ont été installés ce mercredi et Soro Mamadou, le nouveau président du conseil d'administration de la MUGEFSI, s'est engagé à redonner à la mutuelle une image plus attrayante. Doigt des lasers. La salle de conférence de la MUGEFSI, mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, pleine à craquer. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Dosso Moussa, va procéder à l'installation du président du conseil d'administration et les membres des organes dirigeants de la MUGEFSI. Élu à l'Assemblée générale de la mutuelle le 28 juin dernier, Soro Mamadou et son équipe vont désormais assurer leurs fonctions. Le gouvernement porte à la connaissance de l'ensemble des mutualistes et de l'opinion nationale que les organes dirigeants issus de l'Assemblée générale extraordinaire de la MUGEFSI du 28 juin 2013 prennent fonction à compter de ce jour 17 juillet 2013. Le gouvernement demande aux nouveaux membres du conseil d'administration et du comité de contrôle de garder le cap tracé par le comité de gestion en faisant de l'intérêt du mutualiste l'épicentre des préoccupations de la MUGEFSI. Une lourde tâche selon Soro Mamadou, le nouveau président du conseil d'administration de la MUGEFSI. Mais pour lui, c'est un défi à relever pour le bien-être des mutualistes. Nous nous engageons effectivement à consacrer au moins 80% des cotisations des mutualistes aux prestations et inversement donc à ne pas dépasser la limite de 18% pour les frais de fonctionnement et de gestion. De faire la promotion de la bonne gouvernance et surtout de contrôle que nous allons instituer à l'intérieur de l'institution. Le mandat du conseil d'administration va durer 4 ans, une période durant laquelle 276 000 mutualistes cotisants devront bénéficier des prestations et soins médicaux appropriés.
Dans le reste de l'actualité sur le continent, bref, Adli Mansour, le président égyptien par intérim, a fait son premier discours présidentiel. Ce jeudi, Adli Mansour a prononcé un discours sobre dans lequel il a appelé à la réconciliation entre Égyptiens. Et aux États-Unis, la ville de Détroit, dans l'État du Michigan, l'ancienne capitale de l'automobile, vient de se déclarer officiellement en faillite. Elle devient la première cité de cette importance dans l'histoire américaine à se retrouver dans cette situation. Et on termine ce journal en rythme. Le chorégraphe Faustin Linkula fait revivre le passé du Congo-Kinshasa dans Drums and Dinging, sa dernière création présentée au festival d'Avignon. Dans cette danse, il fait revivre le passé de son pays et évoque les lendemains meilleurs. Regardez. Pour la musique de la langue, le titre est en anglais. Drums and Digging, Creuse, creuse le tambour est une pièce dansée de Faustin Linkula présentée au Festival d'Avignon. Le chorégraphe revient sur le rêve de grandeur du maréchal Mobutu. Personne n'a fait rêver ce peuple comme Mobutu. Et en même temps, c'est le plus grand gâchis. Ces 32 ans de régime, ça a été le plus grand gâchis. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Quand on veut avoir, je dirais, le culot de rêver dans ce contexte-là. Au cœur de Drums and Digging, la reconstruction du pays et de soi. Ce spectacle, c'est un peu comme une réponse à cette question. D'où est-ce qu'on trouve la force de continuer? Essayons de nous mettre ensemble, essayons de faire un cercle, bâtir une communauté, même si c'est juste le temps d'un spectacle. Et cette communauté, elle est là pour qu'on construise un abri éphémère qui est peut-être tellement fragile qu'il ne résistera pas aux intempéries, mais un abri quand même. Avignon est une étape d'une tournée qui doit rapporter quelques sous pour continuer de vivre à Kisangani, au cœur du Congo. Je peux vraiment partager un bout de notre histoire, de mon histoire, c'est le plus simplement possible. Emmener des gens à voyager, à faire ce parcours avec nous. C'est pour ça que je dis que c'est intense. C'est énorme pour moi. Non, c'était extraordinaire. C'est à la fois le drame et le message d'espoir qui en ressort. C'est-à-dire que la vie domine tout. On a l'impression d'avoir enfin compris ce qu'on faisait là ce soir. Très belle leçon. C'est des histoires qu'on vous raconte sur la vraie histoire qui n'est pas très belle mais qui mérite d'être écoutée. Et allez-y, vraiment c'est merveilleux. Bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info est en continu sur rti.ci.